fois. Juste on tire une cartouche ou deux. Il faut être à 5 cm, à 100 mètres au-dessus du point noir. C'est bien en hauteur, pas très bien à gauche, ça peut être un coup de doigt. Donc rien de grave. Je vais en tirer une. Voir si elle n'est pas un peu déréglée à gauche. Le climat continental est très rude ici. Même en ce mois de septembre, les différences de température sont parfois très grandes dans la journée. Il faut se prémunir contre la pluie et le froid, surtout durant la nuit, car il arrive qu'il gèle. Voici 5000 ans que le cheval a été domestiqué en Asie centrale. Le peuple kazakh, d'origine semi-nomade, se consacre toujours à l'élevage des chevaux. Ils sont rustiques et endurants. Leur pied est très sûr en montagne. De précieux alliés pour parcourir des heures durant ce milieu naturel grandiose et escarpé. Demande-lui de prendre la peau. Sur la piste du Maral. En traversant les forêts de mélèzes et d'épicéas, on découvre un sous-bois dont la végétation arbustive est très riche. Cassis, myrtilles, églantiers, framboisiers sauvages et baies de toutes sortes protègent et nourrissent en hiver la faune des monts Saïr. La part d'observation est très importante pour ce type de chasse. Le jumelage permet de repérer l'animal à des distances très éloignées. À l'aide d'un appôt, on imite le brame du maral. C'est un sifflement très aigu qui contraste avec sa masse imposante. Il est identique à celui du wapiti américain et très différent du cerf européen. La période de brame se situe entre mi-septembre et mi-octobre. L'approche du maral est très délicate, car il est aux aguets. Le vent tourne sans cesse dans ces régions montagneuses. Le cerf peut repérer la présence de l'homme jusqu'à 500 mètres. À bon vent, on peut l'approcher à moins de 50 mètres sans se faire remarquer. Mais il arrive souvent qu'une biche donne l'alerte.
Attends. Il est mort. Ah oui, c'est un très beau maral, ça. Pas le record, mais très beau. J'ai eu l'impression que je tire coupable. Non, tu le prenais comme ça, donc oui, je le prenais presque de face. J'ai vu qu'il était sur les vagues. Vous voyez, ça fait mal. Ça tue quelqu'un, mais... Ouais, ok, si, là. Le... Ah, Un moment de repos bien mérité avant de dépecer l'animal. C'est Jeannie Beck, le garde-chasse, qui est chargé de prélever la cape. Elle servira ultérieurement à la naturalisation du trophée. Il est l'heure de retourner au camp pour aller chercher les chevaux qui redescendront la viande. On recouvre le cerf avec une couverture imprégnée de l'odeur de l'homme pour éviter qu'un animal, loup, ours ou glouton, ne s'en régale. Encore robuste, le vieux guide respecte et très fier de rapporter lui-même le trophée jusqu'au campement. Si le trophée est la récompense du chasseur, il symbolise beaucoup plus aux yeux de la réserve. La taxe versée pour chaque animal tiré participe à la conservation de la faune sauvage. Des quotas sont fixés en accord avec les autorités locales et les scientifiques kazakhs. On détermine ainsi le nombre d'animaux pouvant être chassés tous les ans. Retour à la quiétude ambiante du camp, niché dans un vallon où serpente une rivière. Sous les mélèzes, les yourtes, ces vastes tentes rondes traditionnelles, abritent les chasseurs. Elles sont encore utilisées par les éleveurs kazakhs lors des transhumances. Dans ces conditions de chasse très difficiles, une arme robuste est préférable. Pour le maral, on utilise des carabines puissantes au tir tendu, de calibre 7 ou 8 mm. C'est pas une carabine fragile. Les guides kazakhs préparent le trophée. Ils font bouillir le crâne pour que la chair se détache plus facilement.
Boucaner la viande reste le moyen de conservation le plus efficace sous ces latitudes. Je m'appelle Janibek. J'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Je suis le garde-chasse du Zaisan District. Mon travail consiste à recenser les animaux. Il y en a beaucoup dans cette réserve, des marals bien sûr, mais aussi des ours, des loups, des argalis, des ibex, des panthères des neiges, des lynx, des chevreuils, des tétras. J'utilise ma carabine pour me protéger des loups et des ours, mais surtout des braconniers. Ils tirent les marals pour prélever les velours qui se revendent sur le marché de Hong Kong jusqu'à $1000 le kilo. Aujourd'hui, je guide des chasseurs étrangers. Ceux qui viennent ici ont des licences. Ils payent $2000 de taxes par animal abattu. Cet argent sert à payer les gardes-chasse et nous donne les moyens de préserver ce territoire. « 4 heures du matin. Les autres chasseurs ayant tiré leur cerf, Renaud décide de partir explorer l'autre versant de la montagne. Il est impératif de se lever très tôt pour repérer les marals. C'est à l'aube qu'ils sortent au gagnage, dans des espaces dégagés jusqu'en milieu de matinée. Ils retournent ensuite dans la forêt pour ressortir en milieu d'après-midi, et ce, jusqu'à la tombée de la nuit. Oui, mais pour les autres. Je suis tombé. C'est les choses. Dans cette région du Kazakhstan, la chasse est réellement sportive. Elle nécessite une excellente condition physique car le maral se trouve en pleine montagne. À des altitudes, d'ordinaire en Europe, on trouverait des chamois. Les chasseurs doivent parfois effectuer dans la journée des dénivelés très importants, de 500 à 1000 mètres. Le maral vit entre 12 et 14 ans. Il est d'abord fan, puis air, daguet, troisième, quatrième tête, et ainsi de suite. Le jeune maral reste 1 an auprès de sa mère, avant d'être chassé par la progéniture suivante.
Le cerf est à plus de 500 mètres. Pas question de tirer au risque de le blesser. Le tir doit se faire à moins de 300 mètres. Renaud tente une approche. Le maral s'est barré. On nous avait vanté quand on a fait le tour, comme ça. Le vent s'est mis à monter. Le matin, le vent monte généralement. Et là, on est sur sa place de brame. Et même du poil. Il se frotte les bois contre ce pin. Ça permet de délimiter son territoire. Et là, il a filé. Dans une ou deux vallées plus loin. On installe un camp volant. Pas question de laisser tomber. On poursuivra le cerf demain matin, dès le lever du jour. Plus aucune trace du cerf pisté la veille. Mais à moins de 300 mètres, Renaud a aperçu un grand 12. Une fois qu'un chasseur tire un maral, le trophée lui revient. C'est-à-dire ce qui l'intéresse dans la chasse sportive, c'est cette notion de trophée, qui est un peu difficile à expliquer, mais qui pour le chasseur sportif est un peu un Graal. Plus l'animal sera vieux, plus les bois seront grands, développés, et plus il y a une notion d'esthétique qui intervient. C'est une œuvre d'art de la nature. Donc pour le chasseur, c'est quelque chose de très important. Mais puis ça le pousse aussi à aller loin et pas prendre le premier maral venu. C'est-à-dire que comme il cherche un très grand maral, un vieux maral, qui généralement sont plus intégrés dans les structures familiales de l'espèce, c'est pas gênant pour la faune sauvage. Quand on ramène ce trophée, d'abord c'est un souvenir d'une action de chasse dans un espace différent, merveilleux, parce qu'on ne vient pas ici que pour tuer des animaux, on vient ici pour chasser avec des minorités locales différentes, dans des paysages incroyables, et puis se défoncer physiquement réellement, puisqu'on chasse jusqu'à 2006 sur ces grands cerfs qui ont une défense admirable, parce que il y a des prédateurs, il y a des ours, il y a les loups, et puis il y a l'homme, donc c'est une chasse très difficile. Donc, outre l'aspect décoratif, et il y a cette notion de difficulté, c'est-à-dire qu'on met une barrière un peu plus haute, et c'est l'éthique de la chasse sportive. C'est un vieux cerf, pas très âgé, mais il a plus de pivot là. Donc, à mon avis, c'est au moins un cerf de 8 ans. Il porte 6 et 6, il est tout à fait représentatif. Il est bien noir sur le ventre. Il a le cou massif. Non, c'est un joli cerf. Il commence à être un peu blanc. C'est ça la crochure. Il porte 6. L'andouillé d'œil, le surandouillé, la chevillure et la crochure. Et 2 andouillés. Et les très vieux cerfs ont une empaumure. On a vu quelques-uns, mais on n'a pas pu les coincer. Ils sont vieux et ils sont malins. Voilà. La viande est redescendue au camp. On va la partager entre les différents guides. Pour lui là, ce berger qui nous aide, et d'ailleurs il habite juste en bas là dans la vallée. Donc
comme ça, tout le monde en profitera. C'est l'instrument de communication qui existe en vénerie. C'est le walkie-talkie, si vous voulez, de la vénerie. C'est grâce à cet instrument que l'on peut transmettre des informations aux chasseurs. C'est une vieille tradition. C'est une très très vieille tradition. Disons que c'est une tradition qui remonte à la nuit des temps. Et disons qu'à partir du moment où les hommes ont eu besoin, soit pour chasser, soit pour faire la guerre, d'un instrument de communication, ils ont utilisé d'abord l'olifant, la corne, le huchet, etc. Et on en est arrivé tout doucement à la trompe de chasse. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui utilisent les chasses à courre? Je crois que généralement les gens sont très mal informés, ils ne savent pas exactement ce que c'est une chasse à courre et 99 fois sur 100 ils n'en ont pas suivi, donc ils ne savent pas comment ça se passe, mais je respecte les opinions de chacun et pourquoi pas, chacun a son avis, il est libre de l'exprimer, pour autant qu'il n'embête pas trop les autres. Je pense que la première chose, c'est qu'ils devraient avoir des meilleurs arguments que ceux qu'ils utilisent, car ce qu'ils disent est souvent fallacieux. Je comprends parfaitement qu'on critique une discipline, mais nous sommes à une époque où il faut qu'il y ait des loisirs, il faut qu'il y ait de plus en plus de loisirs différents. Si ce n'était pas le cas, nous serions tous au volant de notre voiture dans les bouchons des villes. Mais ce loisir n'est-ce pas un apanage élitiste? Ce n'est pas du tout un apanage élitiste de la façon dont vous le pensez, c'est un élitisme de la nature, car les gens qui chassent à courre, ou les gens qui chassent à tir, ou les gens qui pêchent, sont des gens qui aiment la nature, qui aiment se trouver dans la nature, qui aiment comprendre la nature. Ça coûte combien pour s'inscrire à une chasse à courre comme celle-ci, par exemple? Eh bien ici, on demande 500 francs pour quelqu'un qui veut suivre une chasse. Pas plus. Et il n'y a pas d'inscription annuelle ou pour faire membre d'un club? Il y a des inscriptions annuelles pour ceux qui font partie de la société de l'équipage. En Belgique, il y a combien de pratiquants? De chasse à courre? Je pense plusieurs centaines. Vous organisez des chasses à courre plusieurs fois par an? Nous en organisons régulièrement. Lorsqu'il y a une meute, il faut que la meute chasse. Donc elle chasse régulièrement. Est-ce que le chevreuil, par exemple, arrive-t-il qu'il soit dévoré par la meute? La fin de la chasse est la mort du chevreuil. Comme la fin de la chasse à tir est la mort de la bête sur laquelle on a tiré. C'est certain. Et c'est normal? Oui, c'est normal. La chasse et la pêche, c'est le prélèvement de la nature. Nous remplaçons les loups. Ne l'oublions pas, ils ne sont plus là. Il faut prélever. Si on ne le faisait pas, il y aurait la maladie, car il y aurait trop de gibier pour trop peu de nourriture dans les bois. Et en Belgique, y a-t-il encore assez de chevreuils, assez de gibier? Le chevreuil est le gibier qui est en accroissement certain en Belgique. Donc il y a plus qu'assez de chevreuils. Et je vous dis, il y a encore 5 équipages en Belgique qui chassent, soit le chevreuil, soit le lièvre. Il est